Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans ce tutoriel technique, Voilà. Également appelé Tutotech. Voilà, pour comprendre un petit peu certaines choses au niveau des clubs, et le pourquoi du comment. Exactement. Alors aujourd'hui, notre sujet, ça va être de comprendre comment est-ce que le loft des clubs, qui jusque-là était je dirais... La marque oui, fabrique. de fabrique des clubs, et la façon à laquelle on jugeait d'un club, c'était d'abord de connaître son loft. Voilà, l'ouverture du club par rapport au sol. Exactement, son ouverture donc par rapport au sol, exactement. Eh bien, on va se rendre compte qu'en fait, cette donnée n'est peut-être pas la donnée essentielle, ou en tout cas qu'elle a évolué avec le temps, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus Avec les tellement... progrès techniques, justement. Oui, absolument. Et qu'aujourd'hui, donc, on ne peut plus se contenter de dire qu'un club, je dirais, triche ou ne triche pas en fonction de la qualité, de la quantité de loft qu'il possède. Et nous allons voir au cours de cette vidéo qu'en fait, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui font que le loft, va perdre un petit peu, je dirais, de son importance au profit de la trajectoire de balle dans son ensemble. Voilà, en fait, il va être adapté par rapport à la trajectoire voulue. Voilà, exactement. Donc, il a son importance, mais il n'est pas tout seul à décider de ce qu'il faut faire. Absolument, c'est absolument ça. Et donc, c'est dans cette vidéo que nous étudions ces paramètres-là. Alors, nous allons commencer par prendre un loft déjà type. Donc, on va prendre un loft type Ferset, standard. Chez les lames. Alors, justement, c'est ce que nous allons c'était voir. Ça, la base. Nous prenons un club dont le loft théorique est de 33 degrés, ce qui était la norme dans le standard des années 1965-70, exactement, et qui est des standards qui n'ont pas beaucoup évolué d'ailleurs depuis. Pour les lames, non. La question se pose donc, mon loft de 33 degrés produit-il la même trajectoire de balle lorsque je joue une lame, un hollow body ou un cavity back? Ou un super game improver. Voire, exactement, un cavity back XX, à savoir un super game improver. Eh bien, évidemment, non. Pas du tout. Puisque avec une lame, vas-y. Avec une lame, en fait, on a toute la masse qui est collée à la face de club. Et notre cher patron de Ping, le créateur de Ping, lui, il s'est dit, mais vous jouez avec du matériel absolument pas adapté. Donc, il est allé dans son atelier et puis il a commencé à partir des clubs de golf existants, à les travailler et non seulement à modifier la forme, mais il s'est dit, la masse, mais faut surtout pas la mettre là où elle est actuellement avec leur lame. Il faut la travailler, la mettre ailleurs pour augmenter la tolérance et puis augmenter d'autres choses. Donc l'ingénieur qu'il était a quand même juste travaillé sur un truc simple, c'est sa perception. Il n'était pas golfeur, donc ses connaissances mécaniques et physiques. Et à partir de là, il a commencé à prendre la masse qui était derrière le club, il l'a enlevé entre guillemets et il l'a réparti non seulement sur tout le pourtour du club, mais aussi il a redescendu cette masse et il a étiré un petit peu. C'est pour ça que on a des clubs qui ont des semelles plus ou moins larges, parce que plus c'est bas et plus on peut reculer en arrière, plus ça va faire grimper la balle. Plus ça fait grimper la balle et ça augmente la tolérance. Mais là on est sur le loft. Donc, alors justement là on se rend compte qu'en fait un loft donné avec une lame qui était notre point de départ, et un cavity back, puisque c'est ce que Carsten Solheim a inventé, donc le fondateur de Ping, eh bien ces deux clubs ne fourniront pas avec le même loft la même hauteur de balle, parce que nous avons une répartition des masses sur l'un qui va produire une autre élévation que sur l'autre. Voilà, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique toute bête. Alors, que se produit-il si je prends un club intermédiaire qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus proche de nous, qui est le hollow body? Dans le cas du hollow body, si j'ai toujours mes 33 degrés de loft, cette fois-ci j'ai effectivement un club dont la masse est plus répartie sur l'ensemble, puisque l'arrière n'est pas creux, l'arrière est couvert, il y a un capot. Il est juste couvert. Mais simplement, il est simplement couvert, c'est ça. Il y a une masse à l'intérieur, il y a un espace vide. Oui, lui, il va favoriser la tolérance du club, mais lui aura également, mais d'une façon moindre, une influence sur la hauteur de la balle. Donc, en fait, on se rend compte qu'un loft type, c'est-à-dire un loft de 33 degrés qui correspond à un loft de Ferset dans le tableau des années 70, eh bien, ce loft-là, en fait, ne produira pas du tout les mêmes trajectoires de balle avec un cavity back ou avec un hollow body. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenant travailler le loft. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si on a un joueur qui est sur du
cavity back, voire du super cavity back, hein, donc super game improver, nous avons tellement de masse reportée vers l'arrière et vers le bas, oui, que là, en fait, pour ne pas aboutir à des trajectoires de balles trop hautes, oui, les fabricants de clubs ont été amenés à diminuer la quantité de loft, oui, et c'est ce qui fait qu'on trouve aujourd'hui des clubs qui, avec 28 degrés de loft, amènent des balles à 30 mètres, exactement, qui est la hauteur est standard. Voilà. C'est pour ça qu'au niveau de notre notation, le loft, c'est pas qu'il compte plus, mais on le donne, mais on ne pénalise plus les clubs ou les marques, parce que le loft, il est à 28, 27 degrés, alors que la norme, c'est 34. Oui, mais la conception du club est complètement différente. Voilà. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est la trajectoire. Est-ce qu'elle est cohérente par rapport au niveau du jeu? Alors, ce n'est pas nous, à Vigolf, qui inventons ça, puisque aujourd'hui, c'est un courant beaucoup plus général, c'est un courant mondial. C'est-à-dire qu'en fait, tous les sites de reviewing qui sont sérieux donnent le loft, c'est ce que nous faisons d'ailleurs à titre indicatif, et ensuite, par contre, consacrent beaucoup plus d'attention à la trajectoire globale de la balle. C'est pour ça que vous noterez que sur nos vidéos, nous indiquons le loft, mais ensuite on a un long chapitre qui traite, lui, de la trajectoire en elle-même. Voilà. Hein? Alors, les autres éléments qui rentrent en ligne de compte, il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas que ce report des masses, il y a également ce qu'on appelle l'offset. Par exemple. Hein? L'offset, c'est ce petit décalage entre l'implantation du shaft et la face de club. Exactement. C'est dans ce sens-là. Oui, voilà, exactement. Cet offset, lui aussi, il va modifier l'angle avec lequel la face de club va venir percuter la balle, et donc il va jouer également sur sa hauteur. Plus l'offset est important, plus la hauteur du coup sera importante. Donc là encore, sur tous les clubs qui ont beaucoup d'offset, nous avons une diminution générale des lofts qui leur permet, bien sûr, d'obtenir les mêmes trajectoires de balles que les lames. Oui. En gros, le même apex, en tout cas. Le même apex, c'est pas forcément tout point haut. Voilà. Elle va peut-être monter un peu plus vite. Ça dépend de la vitesse aussi. C'est exactement ça. Et par contre, le double intérêt, c'est que dans ce cas-là, effectivement, ayant moins de loft, on risque, d'une façon générale, d'avoir davantage de distance. Voilà, ce qui est normal. Alors, il y a un autre paramètre qui rentre en jeu. Oui. C'est le shaft. Oui. Parce qu'au départ, les shafts, ils étaient tous en acier. Et puis est arrivé le shaft en carbone. Alors au début, c'était surtout pour éviter les tendinites. Hein. Ouais. Et puis pour aussi avoir moins de poids. Voilà, avoir un peu moins de poids, donc plus de facilité pour les personnes. Pour créer de la vitesse. Voilà, ça aidait. Et puis ils ont été tellement créatifs, les fabricants de shafts carbone, que maintenant il y a tellement de façons de gérer ou de générer des shafts ou de créer des shafts qu'on peut travailler le swing weight. Donc ça, c'est un facteur. La rigidité, ça dépend suivant la vitesse de chacun, mais surtout là, le plus important, ce qui nous intéresse, c'est le point de flexion. Voilà. Et le point de flexion, justement, il y en a plusieurs. Il y a des marques qui en mettent 4 quand même, ça c'est pas mal. Oui, mais le plus important, c'est où est-ce qu'il plie le plus. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que le manche, globalement, aura tendance à fléchir plutôt dans sa partie haute, plutôt à son centre, globalement, hein, quelle est la courbe qu'il va adopter, ou plutôt dans sa partie basse. Voilà, parce que la courbe du shaft, elle est quand même importante pour aider à générer la vitesse. Et puis, là, on va parler pas que de la vitesse, mais de ce qui s'appelle donc le point de flexion. Le point de flexion qui va enclencher un loft dynamique. Ça va modifier pendant le geste le loft du club. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, un manche, lorsqu'il va plier, notamment s'il plie dans sa partie basse, c'est un manche qui va avoir une projection de la tête de club qui va avoir tendance à redonner du loft, c'est-à-dire augmenter la quantité d'ouverture que le club va avoir à l'impact. C'est ça le loft dynamique. Hein. Voilà. Et plus le point de flexion monte dans le shaft, moins il y a de flexion, donc forcément le loft va être quasiment comme celui proche du loft statique. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de savoir aussi où doit être le point de flexion suivant notre vitesse et suivant notre style de jeu, ce qu'on va avoir. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des fabricants, parce qu'ils veulent séduire la clientèle des joueurs pour vendre le plus de clubs possible, ils savent que l'une des difficultés que rencontrent les golfeurs, c'est justement de faire voler la balle. Et donc, en fait, très généralement, d'une façon vraiment générale,
les manches qui sont proposées de série sur les clubs que vous utilisez ont des points de flexion qui sont justement médian, voire bas, voire très très bas. Hein. Donc en fait, eh bien là encore, nous avons une influence directe de la qualité du manche et surtout de son point de flexion donc sur le loft, qui fait que le loft en soi, eh bien le loft, je dirais statique, hein, le loft qu'avait le club au départ, eh bien en fait ne correspond plus vraiment à grand chose. Il est encore modifié, mais encore une fois, c'est suivant le public visé, donc d'après déjà la forme de la tête, ils vont adapter un shaft pour avoir une trajectoire de balle qui va être normalement que chaque fabricant va amener pour le public visé sur chaque série. C'est pour ça qu'il y a des shafts différents. Exactement. Et qu'ils en proposent plusieurs en général, même s'il y en a certains qui n'en proposent qu'un seul parce que là c'est un peu spécifique. Ouais, mais normalement c'est assez bien étudié. Ils ont des ingénieurs qui sont d'une compétence assez redoutable. Oui, ça c'est clair, normalement. Donc ça veut dire qu'en fait, eh bien, parler du loft pour caractériser un club, eh bien, d'abord c'est une faute. Hein, ça ne suffit pas. Si on parle que de ça, c'est une faute. C'est une faute, exactement. On doit tenir compte premièrement du mode architectural qui a été retenu pour la fabrication du club. S'agit-il d'une lame? C'est pour ça que nous on a une architecture obligatoirement. Absolument. Et que c'est fondamental. Absolument. Donc on va tenir compte de l'architecture de tête de club. On va tenir compte également de la quantité d'offset, qui va avoir aussi donc un impact direct sur la quantité de loft et surtout sur l'élévation de la balle. Et ensuite, eh bien, on doit avoir des manches qui soient adaptées à notre vitesse et justement qui vont tenir compte des paramètres précédents, hein, à savoir architecture du club et offset, exactement, afin d'obtenir une trajectoire de balle qui elle-même sera performante en fonction de vos objectifs. Hein, sachant que tout le monde recherche, d'une façon, il est admis en tout cas, que des apex, donc des points hauts de balle, hein, des points hauts du vol de la balle de l'ordre de 30 mètres est à peu près ce que tout le monde recherche. C'est au niveau de trajectoire, c'est l'idéal. C'est l'idéal pour le golfeur, je dirais... normal. Hein, tous les golfeurs, ça devrait être 30 mètres à peu près. Exactement. Hein. Voilà, j'espère que ces explications ont permis de nettoyer un petit peu cette fausse idée qui est de dire parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires en disant je suis un débutant, j'ai du 28 degrés, est-ce que c'est normal? Voilà, est-ce que c'est normal? Ou bien de bons joueurs qui disent non, ce club-là ne m'intéresse pas parce qu'il a 29 degrés ou 30 degrés de loft, alors qu'il devrait être à 33, il s'agit d'en faire 7. Non. Hein, il faut vraiment s'attacher non pas que au loft, mais surtout à la trajectoire de balle. Et grâce à tel ou tel shaft, justement, on la modifie légèrement pour obtenir la meilleure trajectoire. Et le plus important, c'est d'avoir le club le plus facile à utiliser pour avoir un swing régulier, facile, répétitif, qui nous permette de tenir 18 trous. Parce que si on a un club dont la trajectoire est magnifique, mais qui est un petit peu difficile à manipuler, la main corner, c'est pas difficile. Il est plié, tout le monde le connaît, et puis on est là à traîner des pieds sur les 6 derniers trous. C'est exact. Voilà, donc c'est toujours la meilleure trajectoire, la plus facile à reproduire, parce que comme elle est ici, elle est facile, elle est reproductible à volonté, et on finit le 18 trous sans avoir trop mal. Et tout ça en fonction du niveau de chacun, bien évidemment. Exactement. Voilà, ce tuto tech donc concernant le loft avec les idées reçues qui lui sont souvent qui lui collent à la peau, est terminé. Nous espérons bien sûr qu'il vous aura plu et qu'il vous aura appris des choses. Surtout ça. Surtout ça. Et on se revoit bientôt bien sûr sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.